À la limite, pour vous, d'après la lecture de votre texte, Mathieu Bock-Côté, en connaissant un peu votre pensée, fondamentalement, le capitalisme n'est pas d'abord une affaire d'argent, mais une affaire d'initiative personnelle. Oui, voilà. C'est-à-dire, c'est et un donc, système... on pourrait créer des cocotiers, on pourrait créer des livres ou de l'argent. C'est d'abord et avant tout... C'est un système de l'initiative individuelle. C'est-à-dire qui libère des énergies incroyables. C'est-à-dire, il faut voir la sortie vraiment des sociétés de la misère. Il faut voir les sociétés européennes, en l'espace d'un siècle, sont devenues des sociétés d'une prospérité incroyable. Et notons qu'on ne crache sur la société de consommation que lorsqu'on est soi-même repu. Bon. Et de l'autre côté, lorsqu'on regarde dans les sociétés à l'extérieur de l'Occident, pensez par exemple au Japon, pensez plus encore à la Corée. La Corée, en l'espace de 50 ans, de 60 ans, est passée d'une société... on n'aurait pas dit tiers-mondisée parce que c'était pas le terme à l'époque, mais une société pauvre, rurale, agraire. Aujourd'hui, une espèce de société capitaliste, certainement technologique, tout à fait à l'avant-garde du progrès, positivement, pourrait-on dire pour une fois. Donc, le capitalisme libère les énergies. Au même moment, il déstructure les sociétés. Marx avait déjà dit très justement, il ne s'est pas que trompé, il dit très justement que le capitalisme est une force révolutionnaire. C'est-à-dire, il arrive, il marchandise tout. Il ne respecte aucune autorité traditionnelle. Il ne respecte aucune tradition en tant que telle. Oui, le capitalisme se veut neutre. Il se veut neutre. Comme si l'argent n'avait pas d'odeur. Eh bien, c'est le grand problème du règne de la quantité. C'est-à-dire, la quantité se substitue à la qualité. La quantité, l'argent, dit tout a une valeur, tout peut être acheté. Donc, il n'y a plus rien de sacré. Donc oui, en tant que tel, le capitalisme a deux faces d'une certaine manière. C'est un incroyable libérateur d'énergie. Et de l'autre côté, c'est une machine qui peut broyer les sociétés. De là, le rôle du politique, de le rôle de la culture pour le contrebalancer, pour le calmer, pour lui donner des balises. Maintenant, vous dites, il y a aussi une chose, vous dites que le capitalisme a permis à des sociétés de sortir de la misère. Vous pensez pas qu'il a seulement transféré la misère? Non, je ne crois pas ça. C'est la vieille thèse marxiste qui laisse croire que le capitalisme ne peut fonctionner qu'en appauvrissant les sociétés extérieures. Justement. Or, manifestement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, s'il peut entraîner des bouleversements, en misant sur l'initiative individuelle, en amenant toujours les hommes à découvrir de nouveaux marchés, de nouvelles ressources, de nouvelles possibilités de croissance, il amène les sociétés à se dépasser. Il rencontre aujourd'hui, cela dit, la question de l'écologie, qui est fondamentale, qui est un principe de limitation du capitalisme. Donc, entendons-le. J'en arrive, cela dit, au point central de mon papier, qui était éloge de l'entrepreneur. Il me semble qu'au Québec, d'ailleurs, on le sait, ça, c'est pas il me semble, c'est un fait. C'est-à-dire, la Fondation de l'entrepreneurship a documenté ça à quelques reprises. Chez les Québécois francophones, l'entrepreneuriat est beaucoup moins développé que chez les autres Québécois. Avec une exception, en Beauce. Oui, bien sûr, ça c'est une culture régionale particulière. Mais l'entrepreneuriat est moins développé dans le Québec francophone que dans le reste du Québec et plus largement dans le Canada et dans l'Amérique. Or, il me semble que la figure de l'entrepreneur, qui n'est pas que la figure du capitaliste avare, la figure de l'entrepreneur ne veut pas d'abord, et j'en fais une vision une présentation un peu idéalisée, mais pas tant que ça. L'entrepreneur veut devenir riche sans aucun doute. Il ne veut pas d'abord devenir riche, il ne veut pas que devenir riche. Il veut déployer ses talents. Il veut finalement créer. Et on reconnaît aujourd'hui, très légitimement, le rôle des grands créateurs artistiques. On reconnaît le rôle des grands créateurs intellectuels. Mais on semble beaucoup plus discret, pour ne pas dire beaucoup plus réservé, quand vient le temps de reconnaître un certain respect aux grands créateurs économiques. Avez-vous des noms à citer, comme exemple aussi au Québec? C'est-à-dire d'entrepreneurs? Oh mon Dieu, le père Péladeau en était certainement l'exemple. Le fils très certainement là-dessus. Je n'ai pas une sympathie exagérée non plus pour la famille Desmarais politiquement, mais manifestement voilà quelqu'un qui a fait quelque chose. Dans la famille Cascade, on peut voir. Il y a on peut dire des figures de grands entrepreneurs, mais pas seulement cela. Ça, c'est les grands entrepreneurs, on les connaît. Donc, Péladeau, Desmarais, ainsi de suite, c'est les grandes figures du capital québécois. Mais pensons aussi à toute la figure de la PME, par exemple. Et justement, la PME, là où ce véritable terreau de l'initiative, ce véritable terreau de l'entrepreneurship québécois, c'est-à-dire c'est là véritablement où notre culture jusqu'ici a été capable d'expérimenter de manière réussie le capitalisme, c'est-à-dire en développant un capitalisme à échelle humaine, à échelle québécoise, un capitalisme justement capable de réconcilier l'enracinement identitaire, qui est un principe de régulation fondamentale, c'est-à-dire le capitaliste n'est pas un nomade émancipé, citoyen du monde, délivré de toute responsabilité. Donc,
c'est un enracinement identitaire, et de l'autre côté, un besoin de créer économiquement, la capacité de mettre en valeur un territoire, de mettre en valeur des ressources, de mettre en valeur une population. Donc, cette espèce de jeu d'équilibre, on l'a trouvé notamment dans la PME. Est-ce que vous pensez, Mathieu Bock-Côté, plutôt au mouvement coopératif, où le Québec est un champion en Amérique du Nord? Le mouvement coopératif a été un des premiers domaines où on a véritablement fait preuve d'initiative sur le plan économique. C'est une forme d'initiative de survie. Petite nation, nous savions que l'économique devait ici se réconcilier avec les nécessités du collectif. Donc, le mouvement coopératif a fait ses preuves. Mais convenons que le mouvement coopératif ne suffit pas à lui seul à accomplir les fonctions économiques qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire le mouvement coopératif est capable de faire de belles choses, de grandes choses, mais il ne serait, comment je dirais ça, porter à lui seul la logique du capitalisme. Il nous faut nous réconcilier. Justement, je dirais quelquefois, c'est le côté plus conquérant. Le côté, les valeurs, non pas seulement de coopération, mais de compétition. Les valeurs, quelquefois, de conquête, et non seulement les valeurs de protection, de préservation, de solidarité. Et c'est pour ça que je disais que la figure de l'entrepreneur aujourd'hui, et c'est pour ça que je donnais 3 exemples, c'est-à-dire la figure du grand capital, et j'ai donné ceux que je préfère, certainement, la famille Péladeau, et ceux que envers qui je suis critique, mais qui ont quand même réussi quelque chose, la famille Desmarais, la figure de la PME, mais aussi la figure de la coopération, du mouvement coopératif. On a là 3 domaines où certaines vertus sont mises de l'avant. Vertu d'initiative, vertu de compétition, un sentiment que le monde n'est pas donné et que toujours il est à rebâtir, à reconstruire, à créer. En filigrane, c'est votre critique de la gauche qui pense que l'argent pousse sur les arbres et qu'il suffit juste de secouer le cocotier pour ramasser. Ah ben ça, c'est l'héritage de la social-démocratie. La social-démocratie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit il suffit de partager. Bon, il suffit de partager, l'argent pousse dans les arbres. La question, c'est où sont-ils ces arbres où il suffit de recueillir l'argent et comment peut-on s'assurer qu'ils continuent de pousser? Ça, c'est une question, et vous le verrez par exemple dans tout le débat aujourd'hui sur le remboursement de la dette. Certains semblent étonnamment étrangers à cette nécessité de rembourser la dette, à la nécessité de créer la richesse. Beaucoup d'indépendantistes du reste sont comme ça. Ils pensent, la dette va aller au Canada, on garde le passeport, on garde une partie de l'armée, et puis c'est les Ottawa qui se chargent. Vous remarquerez que j'ai déjà été assez sévère envers les indépendantistes, qui demeurent pourtant ma famille. Alors, il y a ici un sens du réel qui manque quelquefois dans la social-démocratie, un oubli finalement des réalités économiques les plus fondamentales avec lesquelles nous devons nous réconcilier, ne serait-ce que pour ensuite mieux les contrôler. Et je crois que si nous parvenons au Québec à nous réconcilier avec les valeurs de l'entrepreneurship, si nous parvenons à la fois au niveau du grand capital, un grand capital national de préférence, plutôt qu'un grand capital transnational ou dénationalisé. Oui. Ça permet d'ailleurs, de ce point de vue, de départager entre les familles. Donc, la figure du grand capital, la figure de la PME, la figure de la coopérative, mais aussi peut-être, ajoutons, la grande entreprise d'État, qui a quand même joué un rôle au Québec. Pensons à Hydro-Québec, pensons à la Caisse de dépôt, donc ce ne sont pas des entreprises d'État en tant que telles nécessairement, mais qui jouent un rôle. Donc, les vertus de la création, la richesse, les vertus d'initiative, les vertus de compétition, qui sont celles qui sont normalement exigées par le monde capitaliste pour s'accomplir dans le monde économique, il me semble qu'on en a un registre de valeurs et de vertus qu'on devrait réactiver. En une minute, Mathieu Bock-Côté, vous ne pensez pas que le nationalisme économique dont vous parlez, en fait, ou le capitalisme national ou national, ne porte pas en lui des dangers de protectionnisme, la compétition peut aller ensuite, ma nation est plus forte que ta nation, etc. Mais d'où vient la diabolisation du protectionnisme? Je peux comprendre l'idée que le protectionnisme peut aller beaucoup trop loin. Manifestement, le 20e siècle en a fait la preuve. Il y a eu 2 guerres mondiales. Hein? Non, mais ça, c'est pas le protectionnisme. Faut pas mélanger. La Première Guerre mondiale. Un petit peu quand même. Entre puissances coloniales. Non, ça, c'est la Première Guerre mondiale. Et non, franchement, là-dessus, on n'a pas la même lecture on fera un autre débat là-dessus. Mais je dirais, cela dit, le nationalisme économique nous rappelle aujourd'hui, on nous dit, il faut se réconcilier avec la mondialisation. Oui. Oh, la mondialisation. Mais dans la mondialisation, il continue d'avoir des États, des puissances, des nations. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a les États-Unis, il y a l'Europe. Et les Occidentaux croient quelquefois qu'on va se dissoudre dans la mondialisation en oubliant nos propres intérêts nationaux. Me semble-t-il qu'aujourd'hui, le marché en Occident devrait se réconcilier avec la logique de la nation. Et de ce point de vue, un protectionnisme intelligent, modéré, raisonnable, mais peut-être nécessaire, sera de nouveau mis de l'avant dans les prochaines années. À tout le moins, c'est à ça qu'on pense en Europe. Merci beaucoup. Vous dites raisonnable, raisonnable, un peu plus. Mais l'idée de protection peut être réhabilitée. Oui, avec certaines balises quand même. Mais bien évidemment, les balises, mais on est tous pour les balises. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au grand plaisir.